multiplier. Ce que je constate, et j'aurais terminé avec ma première partie, c'est que le rythme des innovations s'accélère. On va le voir, alors j'ai pris une métaphore, c'est l'histoire du saut en hauteur. Un homme qui veut sauter ou une femme qui veut sauter et qui veut aller aux Jeux Olympiques en 1900 va sauter en ciseaux. Il va réaliser une certaine performance. Tous les sauteurs à l'époque sautent en ciseaux. Puis quelqu'un arrive et dit « on pourrait peut-être sauter autrement ». C'est très concret là. Il doit sauter d'une autre façon et enrouler la barre. Il saute sur rouleau ventral, comme on disait à l'époque. On est après-guerre. La différence, c'est quoi? C'est la performance qu'on va voir juste après. Demandez-vous dans votre tête combien on est capable de sauter en ciseaux et en rouleau. Après, on comparera avec les chiffres, les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 10, on plafonne, Pierre-Louis, on tangente, on sait plus, gagner le 1% supplémentaire, c'est autant de ressources que tout ce qu'on a mis pour passer de 0 à 99. Le 1%, c'est coûteux. Dans ces cas-là, il est urgent de se dire comment faire autrement. Le deuxième, c'est la rupture. Regardez, 1,97 m de 34, de 34, de 45, c'est-à-dire qu'en changeant de modèle. Les beaux esprits appellent ça des paradigmes. C'est un gros mot qui veut dire système de pensée. On ferme la parenthèse. En changeant de modèle, de façon de voir les choses, on peut transformer la performance. Et bien entendu, il faudrait créer une slide suivante avec le futur saut. Où se trouvent les 2,55 m de demain? Voilà la question à se poser. Certainement pas en regardant le saut sur le dos de Fosbury. Certainement pas. Peut-être en regardant des grenouilles. La grenouille saute très haut. Des chats. Un chat, ça saute très haut. Peut-être en regardant les chaussures, comme certains l'ont fait. Peut-être en regardant à l'intérieur du corps, en mettant, je ne sais pas, des ligaments d'une certaine manière en carbone ou que sais-je. Vous savez, après, les règles évolueront. Voici une courbe illisible, donc vous ne faites pas de soucis, ce n'est pas votre vue qui baisse. Elle est illisible, mais elle explique maintenant exactement ce qu'est la courbe de l'innovation. Elle a été faite par des chercheurs américains, des profs, qui ont regardé sur 1900-1950, alors ils ont projeté, bien sûr, en gros un siècle et demi, quelles étaient les grandes innovations et comment on pouvait les positionner. Et là, le message est extrêmement simple. Vous voyez un décollage exponentiel. L'innovation, quand on dit c'est important, etc., ça peut sembler un message redondant. En réalité, c'est que l'humanité économique cherche de tous les côtés. Je ne connais pas d'entreprise qui ne cherche pas. Donc ça fuse, ça vient de partout. On est dans le grand maelstrom, là, des gens qui cherchent à innover, etc., et qui cherchent à dépasser les autres. On est dans ce bain-là. Je ne connais pas de secteur en réalité, qui ne soit pas ouvert à l'innovation. Même des secteurs dans lesquels on pourrait se dire que ce sont des fondamentaux, l'acheminement de l'eau par exemple, ou du gaz chez soi. Il y a un travail sur les services, il y a un travail sur la traçabilité, il y a un travail sur l'explication même, la partie communication, et c'est une façon d'aller mettre de l'innovation là où on ne s'y attendait pas. Alors donc des choses vont disparaître, peut-être que demain nous n'aurons plus de clés, c'est possible, comme dans les voitures il n'y a plus de clés, dans certains modèles. Peut-être que demain, l'ordinateur portable, c'est terminé, avec ce qu'on a dans nos poches, les portables, les téléphones portables qui ont des écrans, on peut aller sur le Internet, etc. Donc c'est une forme transitoire. Et peut-être que la monnaie disparaîtra, ou au contraire restera, je ne sais pas. Mais on pourrait toujours se dire, nous pouvons disparaître demain. Notre système peut disparaître demain. C'est une manière d'aller chercher des nouvelles idées. Et j'y viens, on va faire comme Marilyn Monroe, qui travaillait ses abdominaux, apparemment en tout cas, et on peut se dire, c'est la deuxième approche de l'innovation par la créativité, ça s'apprend collectivement. Il y a des techniques, il y en a beaucoup, je ne vais pas vous infliger toutes les techniques, je vais en sélectionner quelques-unes avec les résultats au bout. Alors le premier il est très simple, c'est quand on s'ennuyait en cours au lycée ou au collège. On faisait des morpions, on faisait des croix et on disait comment, par exemple, réunir ces 9 croix en 4 traits sans lever le crayon et sans plier la feuille. On l'avait tous fait, alors en général je le fais faire, mais là on ne va pas. Et puis c'est assez terrible parce que parfois on a su le faire et on ne sait plus, parfois on sait toujours, parfois on l'a vu et on n'est pas capable de le refaire. Ce n'est pas qu'on est idiot,
c'est que notre esprit, notre cerveau, a tellement une habitude neuronale des chemins neuronaux qu'il devient pour lui très difficile de changer son pli. Il a des plis. J'ai des plis dans la tête, évidemment. Nous tous, nous avons des plis. Alors voilà le résultat. Et oui, c'est en sortant du cadre qu'on arrive à faire cet exercice, de relier en 4 traits, 9 croix, sans lever le crayon. Alors, vous voyez, c'est simple. Vous dites, bah oui, bien sûr, il suffit de sortir. Alors, appliquons à l'entreprise. Là, vous êtes le cargo de tout à l'heure, là, l'entreprise, l'armateur. Vous avez des cargos, vous avez une flottille ou une flotte, et puis il y a quelqu'un dans l'équipe qui vient vous dire, le développement durable arrive, le peak oil, c'est prévu. Peut-être qu'on pourrait mettre des voiles au cargo. Il dit, ouais, t'as pas une meilleure idée. Et puis après, ce serait peut-être des voiles pas attachées à un mât. T'as vu les kitesurf? Alors vous avez l'autre qui dit, mais tu as passé des vacances là? On n'est plus en vacances là, on est dans l'entreprise. La sortie de cadre, quand on est à l'extérieur, parfois on est un peu seul. Hein. Puis après on revient dans le cadre, puis après on ressort. Par exemple, la cafetière Nespresso. C'est même pas une cafetière, c'est un système. Au départ, ça ne se vendait pas. C'était sur Internet, ils ont failli boire la tasse. Hein. Ça a failli ne pas du tout devenir un succès. Loin de là. Ils ont tenu plusieurs années avant que ça se vende. Eh bien, ils ont maintenu leur idée qu'on allait ouvrir des magasins pour vendre des capsules de café. Vous vous rendez compte? Un magasin, ce n'est pas fait pour vendre des capsules de café. C'est fait pour vendre de la mode, ou des clous, ou des chaussures. Mais ce n'est pas fait pour vendre des... Eh bien, ils ont maintenu. Donc, les sorties de cadre, il peut y en avoir plusieurs. On peut même le faire en 3 traits. Qui vous a dit qu'il fallait passer au centre de la croix? C'est ça. Vous savez, Paul Valéry disait, les experts sont ceux qui se trompent dans les règles. Les experts sont ceux qui sont dans les règles, donc j'en suis un, donc je me trompe dans les règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons souvent une interprétation trop étroite du réel auquel nous sommes confrontés. On peut, en contournant la réalité, voyant autrement la réalité, faire encore mieux. Là où on croyait qu'on ne pouvait plus sauter plus haut. Vous savez, les gens du rouleau ventral, subitement, ils ont vu un type sauter sur le dos. Ils ont dit, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Un an après, ils sautaient tous sur le dos. Hein. Alors, jouer collectif, oui, c'est un jeu. J'insiste là-dessus, vous avez parlé de plaisir tout à l'heure dans vos valeurs managériales, ça me semble déterminant. C'est un jeu. S'il n'y a pas cette dimension plaisir, je ne sais pas vous dire pourquoi, je ne peux que le constater, s'il n'y a pas une dimension de plaisir dans l'innovation, il ne se passe pas grand-chose. Les Américains disent « business and fun ». Il y a une ville aux États-Unis, Memphis, qui a comme slogan « Technologies, Talents, Tolerance ». Technologie, ça, c'est on ne plaisante pas. Talents, c'est les gens, les individus. Sans nous, on ne fait rien. Et tolerance, accepter le point de vue de l'autre. Prigogine est prix Nobel. Il a été prix Nobel de physique, c'est la saison, il y a quelques années, bien sûr. Et il s'est intéressé à la théorie du chaos. Et pour modéliser la théorie du chaos et réfléchir, il a pris un exemple et il a fait une expérience. C'est ce que j'aime chez les scientifiques. Souvent, ils passent de l'idée à l'expérience très concrète. Il a pris des fourmis, une fourmilière, il les a mis sur une table et il les a affamées. Pendant 3 jours, il ne les a pas nourries. Puis ensuite, il a mis une table à côté avec un pot de miel et entre les 2 tables, il a mis une planche. Alors vous savez, les fourmis ont une particularité, c'est qu'elles se dépassent les unes les autres et elles se repèrent en fonction de ce que la fourmi précédente a déposé là comme trace. Ça s'appelle les phéromones. Donc en fait, une fourmi va toujours plus loin que la précédente. Sauf que sur la planche, aucune fourmi n'était passée. Donc, comment aller d'une table à une autre, sachant que la planche, c'est l'inconnu. C'est le saut dans l'inconnu, l'innovation. Il y en a une qui fait un premier pas de côté. Elle avance, elle fait 2 pas, elle revient. Toutes les autres pourraient lui dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'y a rien à gratter. Qu'est-ce que tu vas faire? Cherchons ici. » Puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième qui va toujours un peu plus loin que l'autre. C'est la métaphore. Il faut 7 à 10 fourmis pour aller trouver le pot de miel. Il a fait l'expérience plusieurs fois de suite. Et après, toute la fourmilière trouve le pot de miel. Quelle est la conclusion? Premièrement, la première fourmi a une vertu particulière, le courage. Le courage d'aller voir là où personne n'était allé voir. Le deuxième, c'est que les autres ont suivi sans critiquer, en disant qu'elles n'ont pas dit qu'est-ce que tu vas faire là-bas. La troisième, c'est que tout le monde a trouvé collectivement. C'est pas une qui a trouvé pour les autres, c'est le collectif qui a trouvé.
L'intelligence collective a souvent fait réfléchir les chercheurs parce que ce n'est pas évident. On a des intelligences individuelles. Créer cette entité supérieure du collectif, pas si simple. Alors des techniques, il y en a plein. Je ne vais pas vous infliger toutes ces techniques, je vais en prendre quelques-unes dans les 10 dernières minutes qui me restent. La première technique sur les 7, c'est jouer aux martiens. Qu'est-ce que c'est un martien? C'est vos enfants, c'est nos enfants, c'est les enfants que nous avons été. C'est les enfants qui disent pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ça, ils nous embêtent, hein. Ils nous empêchent de tourner en rond. C'est celui qui dit pourquoi une tente, il faut commencer par poser la toile, 4 piquets, puis rentrer au-dessous, évidemment c'est toujours le même qui le fait, mettre le mât central, ressortir, commencer à mettre l'étendeur, et puis après les 4... Hein, pourquoi ça? Pourquoi on ne pourrait pas ouvrir une tente en la lançant en l'air? Tout part de là. Vous pourriez dire du cahier des charges, un cahier des charges créatif. Et si on imaginait une tente qui s'ouvre en quelques secondes? Aujourd'hui, elle s'appelle tente 2 secondes. Alors quand je présente ce cas de chez Decathlon, j'ai souvent des gens qui disent oui, et il faut 1 heure pour la fermer. N'est-ce pas? Vous auriez pu le dire. Et donc je dis, parfait, créons une business unit ensemble, faites passer la casquette pour le capital, et créons une boîte pour trouver la tente qu'on fermera en 1 seconde. Les paris sont ouverts. L'intelligence collective est sans fin. Cherchons, il y a toujours de la place, c'est la grande leçon de l'économie. Il y a toujours de la place pour des micro-entreprises qui un jour deviendront grandes. Voilà un exemple de martien. Vous avez tous mangé, toutes et toutes mangé une pastèque. C'est terrible de manger la pastèque. Vous mordez à pleines dents et qu'est-ce que vous avez? Plein de pépins. Il fallait imaginer de manger une pastèque sans pépins. C'est l'INRA qui l'a fait, Institut national de la recherche agronomique. Ensuite transféré à des PME, des gens qui font de la culture de pastèques, et aujourd'hui c'est vendu. Ce qui compte, c'est le petit pas de côté de départ. Et si on avait une pastèque sans pépins? Et du coup, peut-être, on verra, que le prix de la pastèque, qui est ridiculement bas hein, au niveau du kilo de fruits, c'est ridicule par rapport aux cerises et aux autres, peut-être que le kilo de la pastèque va devenir beaucoup plus cher à un marché lucratif dans lequel certaines entreprises, certains cultivateurs vont y trouver plus de valeur ajoutée que d'autres. Deuxième technique, l'analogie. J'aime beaucoup cette histoire qui est à l'origine de la Renault Espace. Tout le monde cherchait, vous savez, quand vous êtes dans les années 80, le modèle ambiant, c'est comme le saut en ciseaux, c'est la voiture tricorps. Un capot avec un moteur, un habitacle et derrière le coffre. 1, 2, 3. Voilà le modèle sur lequel a vécu l'industrie automobile, le concept, comme on dit, pendant 80 ans. Et puis ils ont cherché, c'est Matra Renault à l'époque, ils ont cherché d'autres choses, ils ont dit, et si on changeait la forme? Et donc Philippe Guédon, qui est un des concepteurs de ce concept de voiture, a eu l'idée de dire, et si on prenait un œuf? Est-ce qu'une voiture pourrait ressembler à un œuf? On pourrait prendre une pomme, une asperge, une poire, comme l'avait fait Renault dans la pub, pas en réel. Et aujourd'hui, quand vous regardez le marché de l'automobile, il y a le mondial juste à côté, qu'est-ce qu'on constate? Que le monospace a pris le leadership en termes de création. C'est venu d'une comparaison absolument invraisemblable entre une forme de la nature et un objet industriel qui se sont mélangés. Vous pouvez le faire à l'infini, marier des choses qui ne vont pas ensemble. Troisième technique, c'est l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Alors, avec les clients, pas le client, on l'a vu tout à l'heure, et aussi avec les concurrents. Regardez cette très belle entreprise, c'était Placo-Plâtre, maintenant il s'appelle Placo, qui ne nous fait plus faire du plâtre, mais qui a imaginé des plaques de plâtre qui se posent sur un système, une armature, et ensuite il suffit de faire les joints. On ne voit plus le plâtrier qui faisait ce qu'on appelle gâcher son plâtre. Gâcher parce qu'il en fallait et c'était difficile. Donc c'était un geste technique avec très peu de gens qui étaient capables de le faire. Aujourd'hui, vous pouvez poser vous-même la plaque. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Se mettre à la place de l'autre et partir de son problème. Au lieu de dire « c'est pas mon problème, moi je suis industriel », je regarde le problème qui est posé et je cherche sur ce problème. Au lieu de dire mais qu'il devienne plâtrier. Quatrième technique, elle est fondamentale,
Les choses ne s'opposent pas. Nous venons d'un monde d'alternatives, comme on dit. C'est ou bien, dessert ou fromage. En innovation, la posture mentale, c'est fromage et dessert. Tant mieux. Et donc, c'est le patron de Sony qui avait dit « Je veux et jouer au golf et écouter de la musique en jouant ». Le Walkman est né de cette demande impossible. La plupart du temps, on voit des demandes impossibles qui sont derrière les grandes innovations sur lesquelles nous sommes. Donc, quand vous entendez vous-même, dans votre raisonnement, le « ou », ne serait-ce que temporairement, dites « et ». C'est créatif. L'objet, c'est de générer le plus d'idées possible, puis de faire le tri, de sélectionner, d'en retenir une ou deux. La cinquième, c'est l'hybridation. Je l'ai expliqué tout à l'heure, le cargo et le kitesurf. La plupart des innovations qui sont dans notre vie quotidienne, en B2B comme en B2C, sont des hybridations, c'est-à-dire des mélanges. L'appareil photo plus le téléphone, ça donne ce qui se trouve dans votre sac à main ou dans votre veston, c'est-à-dire un objet. Est-ce que c'est un téléphone? Non. Est-ce que c'est un appareil photo? Non. C'est les deux, mon général. Le mélange. C'est une console de jeu, c'est un support Internet, c'est encore plein d'autres choses, bien entendu. Donc, mélanger des univers qui, autrefois, n'étaient pas mélangés. Le SI, what if, comme disent les anglo-saxons. Ils adorent ça, le what if process. Le si, tu me pouvais, et si les anges, etc. Et si un mouton à 5 pattes existait. Et si, au lieu d'acheter un vélo, on pouvait le louer. Et si, on pouvait faire de la publicité sur le vélo. Au passage, Jean-Claude Decaux, qui est l'entreprise derrière le système Vélib et Vélo à Toulouse, et qui est à Rennes, enfin qui est à Lyon, qui est dans pas mal de villes européennes déjà, voire aux États-Unis bientôt. Jean-Claude Decaux est un industriel qui, normalement, n'aurait pas dû sortir de son métier, à savoir fabriquer du mobilier urbain, des abribus pour s'asseoir et attendre le car. Il a eu l'idée dans les années 70 qu'on pouvait mettre de l'affichage, des affiches, donc de la publicité, donc de devenir une régie. Vous regardez le compte d'exploitation de Jean-Claude Decaux, l'entreprise, vous avez fabrication industrielle et régie publicitaire. C'est contraire à toute l'orthodoxie du milieu économique qui dit chaque métier doit être séparé. Et troisièmement, il va dans les vélos. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Normalement, ce n'était pas à lui d'y aller. Ça devait peut-être être un transporteur, quelqu'un qui a des gares un peu partout en France, qui sait gérer des millions de clients et qui a un parc pour retard à cause du mondial de l'auto, c'est que c'est bouché partout. Et deuxièmement, 55% de la population mondiale vit dans les agglomérations. Donc, ce problème est mondial. Voici l'analyse du marché qui est derrière. Et à Londres, on a déjà la publicité. Les vélos ne s'appellent pas Vélib, vélo, que sais-je, ils s'appellent Barclays Bike. La Barclays a déjà mis son logo dessus pour faire dire à ses clients « Venez chez moi ». Septième technique, je termine mon deuxième message et ensuite je conclus. La contre-intuition. J'adore l'intuition. Je pense être assez intuitif et je me méfie terriblement de l'intuition en même temps. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est la somme des idées reçues d'une époque. Quand vous prenez une moto et on vous dit il faudrait stabiliser, on pourrait mettre une troisième roue. Déjà, il faut voir l'idée. Admettons que l'idée ait suivi son processus dans la démarche. Où est-ce que vous mettez la troisième roue? Devant ou derrière? 9 personnes sur 10, derrière. Pourquoi? Nous avons en tête le tricycle, sur lequel nous avons fait nos premiers pas, si je puis dire, et il y a cette idée du triangle qui repose sur sa base. C'est une forme a priori de la perception, comme on dit en philosophie. Piaggio a fait l'inverse, en regardant et en demandant au motard. Moi, j'ai cet objet, j'ai cette machine, j'en avais un avant à 2 roues, je suis tombé 2 fois dans ma vie, de l'avant, pas de l'arrière. L'aile de papillon, vous savez, là, l'effet chaotique. Mettre un petit effet là où on ne s'y attend pas, ça peut produire de grandes conséquences. Apple, la marque fétiche maintenant, était vraiment dans le fossé à la fin des années 90. Au-dessous de tout, ils ont mis de la couleur sur les ordinateurs de nos bureaux qui étaient d'une laideur. Hein, je ne vous fais pas le dessin. Tous gris. On était dans un monde communiste en plein libéralisme. Ils ont mis de la couleur, ils sont repartis. C'est vrai.
Et le système derrière, OS, a travaillé. Et ensuite l'ergonomie, bien entendu. Toutes les fonctions de l'entreprise bossent. Mais quand même, le pas de côté, il a été fait là où personne ne regardait le design. Alors, conclusion, le désordre, le boxon, le bordel, oui, mais dans un certain ordre. Parce qu'on cherche de la valeur économique. On ne cherche pas des idées, on cherche des clients, on cherche des marchés, on cherche des parts de marché, on cherche des leaderships, on cherche à être préféré à ses clients. Moi, j'adore